Le dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler toujours de 2020, l'opposition qui part en rang dispersé. Il faut désormais enterrer peut-être le sujet de la candidature unique de l'opposition, sujet qui préoccupe énormément plusieurs partis à l'approche des élections présidentielles. Et bien pour ce scrutin de 2020 qui s'annonce, beaucoup de partis semblent plutôt prendre l'option d'une multitude de candidatures, même si certains ne sont pas de cet avis. Justin Anani, candidature en rang dispersé pour l'opposition en 2020. Il y en a qui ont estimé, il y a quelques jours, je veux parler par exemple de Jean-Pierre Fabre, qui estimait dans une interview que la candidature unique n'a jamais montré son efficacité finalement. Je pense que quand on évoque le cas Togo, on parle des élections, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en jeu. Parce que quand on parle d'une élection dans un pays, ça suppose que le pays est un pays ou est un État démocratique. Et étant entendu que l'alternance politique fait partie également des jeux démocratiques. Moi, à mon sens, je ne le pense pas. Tout ce qui se joue depuis des années durant, par rapport à ce qu'on observe lors des joutes électorales, notamment présidentielles, ne répond en rien par rapport à la volonté populaire. Donc sur cette base-là, ça ne m'étonne pas. Certains, même au niveau de l'opposition, ils sont présentés dans les dernières élections sans pour autant véritablement avoir la potentialité nécessaire pour gagner une élection. Maintenant, c'est accompagner le pouvoir ou bien faire le jeu du pouvoir. Peut-être que seul Dieu sait. Donc moi, c'est autant d'éléments sur lesquels moi je fais des analyses. Maintenant, parler de la candidature unique dans une élection suppose qu'au-delà des considérations, c'est parce que le jeu sera clair. Mais lorsqu'on estime que le jeu ne sera pas clair, parler de la candidature unique, moi je pense que c'est un fou fuyant. Puisque quand les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections ne sont pas crédibles, et quand les acteurs eux-mêmes ne sont pas sérieux, et quand le pouvoir qui est en place n'a pas la volonté de pouvoir quand même passer la tendance politique, mais tout ce qui peut entraîner la candidature unique ou l'organisation réelle même des élections fait partie de sujets à débattre. Donc c'est là où moi, ce qui se passe là, parce qu'il doit y avoir candidature unique ou non, le pouvoir qui s'inscrit dans une logique non seulement de ne pas réaliser la tendance politique, pour des raisons multiples, peut-être si vous voulez, on va revenir là-dessus, et qu'au même moment, on modifie la Constitution, dont le mode de scrutin aujourd'hui est à 2, et que les éléments également, pour les institutions, dont notamment, quand on parle de la réforme, au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, je crois que la CEDEAO a parlé de la récomposition de la Cour constitutionnelle. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. C'est également un élément fondamental. Et cette Cour, tout le monde sait le rôle qu'elle a toujours joué dans les élections antérieures au Togo. Donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, moi je dis, même si aujourd'hui on parle de la candidature unique de l'opposition, le pouvoir qui est là va forcément chercher à avoir ces candidats qui vont l'accompagner. On en a vu en 93 dans ce pays. Et la plupart des leaders qui sont connus comme tels ne sont pas présentés. Feu Yadema s'est présenté avec Jacques Almouzou, à son âme et à Dani Faye. On en a également connu dans les autres élections. Et au moment, même en 98, où Feu Yadema a été battu, on a vu l'archimie que cela a entouré avec le départ de Madame Mawa Nana Dabouya. Donc c'est autant d'éléments aujourd'hui qui sont encore vivants dans les esprits qui, moi, me posent un véritable problème. Lorsqu'on veut parler des élections aujourd'hui au Togo, peut-être qu'on finira peut-être par copier l'aspect de ce qu'on a vu en Guinée avec l'implication des Nations Unies pour venir organiser une élection crédible. Marc Aboufla, c'est justement, beaucoup disent que le débat ne doit pas être un débat de candidature unique ou multiple, ça doit plutôt être un débat de conditions d'organisation des élections. Oui, bien évidemment, parce que je ne sais pas ce qui entraîne ce débat. Vous savez, nous avons une opposition qui nous a habitués aux questions inopportunes et non essentielles, parce que poser la question de candidature unique, alors que nous savons tous que depuis une vingtaine d'années déjà, on s'est battu pour avoir les élections à 2 tours. On a même, mais on n'a jamais eu cette candidature unique. Aujourd'hui, qu'on a la possibilité d'avoir un 2e tour, je ne trouve pas la pertinence d'aller à ce débat-là. Je sais que les gens sont partagés entre ce qu'ils appellent des candidatures régionales ou des candidatures par zone, la candidature unique ou les candidatures multiples. Mais il y a une certitude. Quel que soit le type de candidature, vous prenez la cartographie des élections du Togo,
depuis les élections de 98, le président Eyadema et le président Faure Gnassingbé n'ont jamais été battus à moins de 50%. C'est-à-dire que quel que soit le type de candidature aujourd'hui, il y a une certitude, s'il n'y a pas une réorganisation, une prise de conscience de l'opposition elle-même, peut-être le fait de revoir aussi les conditions d'organisation de ces élections-là, je ne pense pas qu'il y aurait changement. Maintenant, je pense que le débat aurait été plus pertinent si on pose les conditions dans lesquelles vont s'organiser ces élections-là, si l'opposition, comme ils l'ont fait à la veille des élections locales, trouve le moyen de négocier de nouvelles places au sein de la CENI, je pense que ça aurait été plus pertinent. Mais à ce stade, le débat autour de la candidature unique est une perte de temps pour l'opposition, mais également pour leurs partisans, pour nous tous même d'ailleurs. Alors, moi, j'ai devant moi une cartographie des élections depuis 1998. En 1998, c'était à 2 tours, mais déjà, le général Eyadema recueillait 52,13% des voix dès le premier tour. En 2003, il avait recueilli 57,2% des voix. En 2005, Faure Gnassingbé recueillait 60,2%. En 2010, il recueillait 60,9%. Et en 2015, il a recueilli 58,77%. Tout calcul fait, Chris Ega, il est impossible de battre le candidat du pouvoir. En tout cas, je ne sais pas moi-même. À 2 tours, il gagne toujours à Koukao. Non, mais c'est qu'on ne peut pas dire qu'il est impossible. Le candidat du pouvoir, ça est impossible à battre parce que l'élection de 2020 n'a pas encore lieu. Donc, on ne peut pas présumer de ce qui peut arriver plus tard et dire que c'est impossible. Peut-être que par les statistiques, les données réelles que vous avez fournies, il est vrai que depuis 1990, le président Eyadema n'a pas été battu dans les urnes. Ensuite, par 3 fois, le président Faure Gnassingbé a pu triompher de ses adversaires. Mais qu'adviendra-t-il en 2020? Ça, personne ne le sait encore parce qu'on passera d'abord par la porte élection et on verra bien celui qui remportera ce scrutin-là. Et on verra les conditions dans lesquelles ces élections-là vont se faire. Mais déjà, nous avons certaines données qui nous permettent en tout cas d'apprécier un peu la volonté du pouvoir en place. Si nous prenons par exemple la commission électorale nationale récemment, vous n'êtes pas sans savoir que il était c'est 8 sièges qui sont offerts par exemple par l'opposition qui a refusé. Aujourd'hui, je crois que l'opposition va demander une nouvelle discussion pour demander un certain nombre de sièges, sans doute encore 8, et on ne sait pas ce qui va se passer après si ces discussions ont lieu et que si on leur donnait encore ces 8 sièges-là. C'est que aujourd'hui, ce qui concerne le nombre de candidats qu'on devrait présenter au niveau de l'opposition, et moi, je m'aligne complètement sur ce que Marc Abrofond a dit tout à l'heure, qu'un certain nombre de réformes ont été faites qui ont tenu compte justement du nombre de tours. Ces 2 tours aujourd'hui, en principe, le premier tour doit permettre aux candidats de se classer et de se mesurer entre eux. Et c'est seulement ce premier tour-là qui permet en tout cas d'avoir une nomenclature fixe des partis de l'opposition et de savoir qui est le parti le mieux représenté. Et c'est en fonction de ça que le deuxième tour peut permettre à ce qu'il y ait des alignements sur tel ou sur tel. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on doit présenter un candidat unique, c'est vrai qu'il ne revient pas aux journalistes de dire aux leaders de l'opposition ce qu'ils doivent faire, parce que ils connaissent ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela qu'ils se présentent comme leaders. En tout cas, ils se présentent comme tels. Il ne nous revient pas de leur dire, mais moi j'ai l'habitude de le dire, que je ne trouve pas que ces leaders-là soient aussi reluisants que ça, parce qu'ils doivent sortir du commun du mortel. Ils ne sont pas un leader en principe, c'est lui qui donne l'orientation, et qui donne l'orientation en
principe, c'est comme cela que ce que nous voyons dans les autres pays. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui parlent, par exemple, de la candidature unique? C'est les présidents des petits partis. Je prends par exemple le parti la Santé du Peuple, dont le président s'est présenté aux dernières communales et qui n'a même pas pu se faire élire conseiller. Et si c'est ceux-là, c'est quelqu'un comme celui-là qui se met devant pour donner des leçons de choix de candidature unique, etc. Je crois que moi, je suis un peu songeur en ce qui concerne la pertinence de ces arguments. Et moi, ma position sur le sujet, c'est que s'il y a eu cette réforme-là de 2 tours, en principe, ça devait libérer le jeu et qu'on ne soit plus aujourd'hui là parler du nombre de candidats à présenter par l'opposition pour 2020. On doit pouvoir parler d'autres choses. On sait que le combat pendant très longtemps au niveau de l'opposition a été d'obtenir les 2 tours. Une des raisons pour lesquelles il le souhaitait, c'est justement pour libérer le champ, pour que chacun puisse être libre de se présenter. Oui, ça fait partie des éléments de la démocratie ou les éléments qui garantissent donc l'élection, puisque chacun qui crée sa formation politique, chaque formation politique a l'ambition d'accéder au pouvoir, à la gestion du pays, tout et tout. Mais lorsque aujourd'hui le principe est acquis, que le mode de scrutin est à 2, mais un parti légalement constitué, bien organisé, je pense que si combat devait y avoir, c'est au niveau des institutions. La crédibilité des élections, l'authentification des résultats, l'organisation de ces élections par les éléments qui sont des éléments fondamentaux, notamment le fichier électoral. Je pense que c'est autour de ces questionnements-là qu'on doit mener le débat. Quand on met le débat et que garantie est, peut-être que, moi, à mon niveau, je pense que organiser une élection aujourd'hui de façon crédible aujourd'hui implique forcément la communauté internationale. Quand on ne vient pas nous dire que le Togo est un État souverain, patati patata, on a les moyens, on peut organiser les élections. Parce que dans les dernières périodes, on a vu ce que ça a donné. Et les résultats que vous venez d'annoncer là, moi, ça m'a fait sourire. Parce que ça donne l'impression que depuis 90, que le peuple togolais s'est soulevé contre ce système dictatorial. Et à chaque fois, c'est le peuple qui donne l'option à ce système politique, avec la gouvernance qui est aujourd'hui chaotique. Et ça pose problème. Mais là, moi, ça me pose problème. Je dis, c'est comme si les Togolais ne sont pas intelligents. Un système politique que vous contestez, chaque fois qu'il y a élection, vous votez pour le même système. Donc ça, il y a problème. Donc il doit y avoir forcément une organisation claire des élections. Mais ici, il y a eu organisation claire des élections. Chaque parti politique ou chaque formation politique est libre de participer ou non. Vous participez ou vous soutenez peut-être un candidat. Donc ça voudrait dire que le débat autour de la candidature unique n'existe plus. Maintenant, quand il y a une bonne organisation des élections, vous estimez que voilà, par rapport à des considérations, ceci et là, mais tel que le jeu se passe, il va falloir maintenant aller à une candidature unique. C'est parce que vous évoluez dans une coalition, dans un bloc. Bien sûr, vous pouvez présenter une candidature unique. Le pouvoir peut refuser votre candidature unique. Ou à défaut, le pouvoir peut vous faire quand même accompagner par d'autres leaders. Et à un moment donné, on parlera d'unité, des voix qui sont tellement effritées, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, et que finalement, vous ne voulez plus réclamer quoi que ce soit. La preuve en est que tout ce que vous avez dit là, c'est au premier tour que le pouvoir a eu au-delà de 50%. Ça veut dire que dans le système, dans la programmation, les résultats sont déjà connus d'avance. Donc il faut faire extrêmement attention. Ça, je le dis. C'est pour dire tout simplement que ce que nous avons observé depuis un bon moment jusqu'au jour d'aujourd'hui, et comme peut-être l'idée l'a dit, parler d'élections aujourd'hui au Togo repose la problématique d'une bonne organisation des élections. Marc, il y a certains leaders qui disent, au regard de ces résultats que j'ai cités, qu'on voit chaque fois, c'est plus de 50%, c'est justement pour ça qu'il faut aller unis. Vous savez, il y a eu une inconséquence notoire de notre opposition qui ne dit pas ses noms. Et cette inconséquence-là fait qu'à chaque fois qu'il est question peut-être de relever un certain nombre d'incohérences dans la démarche de l'opposition, on voit la main du pouvoir derrière ce qui... Vous savez, aujourd'hui, on peut peut-être parler des conditions d'organisation de ces élections-là, mais ces élections ont toujours été organisées par les deux partis. Rappelez-vous cet accord-là, cet accord par lequel on a notre CENI actuelle, la composition actuelle de la CENI est intervenue après l'APG. Cet accord a été validé par un certain nombre de partis qui, c'est vrai, sont les premiers eux-mêmes à l'avoir décrié. Il y a aussi, rappelez-vous, très récemment encore, cette opposition s'est battue pendant plus de 6 mois
pour obtenir 8 sièges sur les 17 à cette CENI-là. On a vu tous comment des présidents étrangers se sont démenés pour leur obtenir ces 8 sièges sur-ci. Et puis, on ne les verra jamais prêter serment pour finalement, quelques mois après, aller négocier 2 sièges, alors qu'ils avaient la possibilité d'avoir auparavant 8. Aujourd'hui encore, je me rappelle de ce courrier que le président de l'ANC dit avoir envoyé au président de la République il y a quelques jours pour demander justement l'ouverture de négociations avec les partis extra-parlementaires. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, et justement on se rend compte en fait dans notre pays, depuis un certain moment, que les partis parlementaires ont un poids. Parce que depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'il était question de négocier, à chaque fois qu'il était question d'associer un certain nombre de partis qui n'étaient pas au Parlement à l'époque, on nous a sorti le refrain que nous connaissions tous, que les véritables partis, les partis les plus représentatifs étaient les partis au Parlement. Et donc, on n'avait pas besoin d'associer les partis extra-parlementaires à un débat donné, si débat il devrait y avoir lieu. Il faut reconnaître qu'au regard d'un certain nombre d'actes posés depuis un certain moment, l'opposition a rétréci ses chances de gagner à ces élections. Et même si aujourd'hui, on revoit les conditions d'organisation, même si aujourd'hui, ils ont, que ce soit une candidature unique ou une candidature multiple, il y a une certitude, c'est qu'ils vont être battus à plate couture par quel que soit le candidat que le parti au pouvoir va présenter en face. Parce que pendant qu'on parle, pendant qu'on est en train de discuter d'organisation, qu'on est en train de discuter de rester coalisé ou pas, il y a le parti au pouvoir qui investit le terrain, qui depuis un certain moment forme les militants, renouvelle sa classe politique pour faire face à ces enjeux. Et moi, pour moi-même, 2020 n'est plus un enjeu au sens politique du terme dans notre pays. L'enjeu, c'est plutôt 2025 et nos leaders gagneraient du temps, soit en faisant un renouvellement véritable de cette classe politique-là. Peut-être qu'on aura de nouveaux jeunes, parce que moi je sais qu'au sein de nos partis politiques, de l'opposition, il y a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui ne sont pas sous la lumière justement parce que ces leaders-là ont pris les déçus. Mais il faut aussi constater que depuis 25 ans ou depuis qu'ils crient, depuis qu'ils en fait prennent à tort ou à raison le peuple comme manteau pour décrier le régime en place, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il faut être obligé de constater que soit l'adversaire est plus fort que vous passez le flambeau à une autre personne, soit vous avez été incapable d'atteindre un certain nombre d'objectifs que vous êtes auto-fixés vous-même et passer la main, parce que ce que j'observe aujourd'hui, c'est un certain nombre de leaders qui veulent faire du business politique, parce que nous savons tous que même dans les conditions actuelles d'organisation, au-delà de tout ce qu'on peut appeler par dessous de table, officiellement, ce que l'État injecte dans les candidatures et ce que les leaders eux-mêmes dépensent pour voir campagne. Nous avons tous vu les budgets de campagne des différents partis. Il y a un gap qui constitue quand même une économie importante pour les leaders de partis. Et donc, moi, à mon avis, ce sont des leaders qui vont se présenter à cette élection-là pour se faire valoir. Parce qu'ils savent tous qu'à l'état actuel, avec ces conditions d'organisation, avec les forces en présence, il n'y a même aucun leader qui est sûr d'avoir ne serait-ce que 20% des voix. Alors, dans les conditions actuelles, si l'opposition aborde ce scrutin en rang dispersé, ça profiterait plutôt à qui? Écoutez, que l'opposition aborde ces élections en rang dispersé ou non, là n'est pas la question. Parce que je crois que le pouvoir en place a sur le terrain un volume de suffrage qui, en vérité, avance, est confortable, pratiquement confortable. Prenons par exemple les dernières communales. Un peu partout, le pouvoir est venu premier, le parti uni, par exemple, est arrivé premier, est arrivé en tête par 5 conseillers et 8 par ici, etc. Et je crois que, j'estime que ce sont des élections qui se sont passées à la régulière, puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, qu'il y ait fraude ici ou là, qui a permis qu'on ait ce résultat-là. Moi, en tout cas, ce que moi j'avais constaté sur le terrain, puisque j'ai été un acteur quand même sur le terrain, j'ai observé, et je crois que l'opposition n'a pas
pas parler de tricherie, à moins que vous ayez des échos qui en ont fait cas. Cela suppose que dans le Sud, le Parti uni a fait une pénétration significative, ce qui en principe doit décider l'opposition à se mettre à l'eau et aller sur le terrain pour commencer à sensibiliser ses militants. On va peut-être dire qu'il y a eu un peu d'engouement en ce qui concerne la participation, et ce qui fait que bon nombre de militants de l'opposition ne se sont pas présentés au bureau de vote, etc. C'est l'argument que nous entendons dire par-ci et par-là. Mais c'est que la question même de la tricherie dont on parle, vous rendrez compte quand même que chaque fois que l'élection a lieu, les preuves que l'opposition devrait en principe apporter pour étayer les arguments qu'elle développe on ne voit pas souvent ces preuves-là. En tout cas, je considère par exemple que les dernières communales, les communales qu'on a eues récemment, la percée que le parti a eue sur le terrain, c'est une percée réelle qui n'est pas surfaite. C'est ce qu'on a constaté sur le terrain. C'est pourquoi je dis tout à l'heure qu'on verra bien les conditions d'organisation de 2020. Aujourd'hui, les gens se fondent sur le fait qu'on va aller à ces élections, on va nous tricher, et ils laissent chemin balisé pratiquement au pouvoir qui fait son travail sur le terrain. Et le moment venu, les leaders de l'opposition vont se dire on nous a triché sans en apporter les preuves. Je crois qu'il y a un travail réel à faire sur le terrain, qu'aujourd'hui on dise que on est 20 du côté de l'opposition à se présenter, ou bien on est le candidat unique. Moi, je crois que s'il y a eu ces réformes-là, en principe, c'est pour que les partis de l'opposition se présentent et que le premier tour leur serve du tour préliminaire qui leur permet de se classer et de voir qui est véritablement leader. Et ce n'est qu'en fonction de ça qu'ils peuvent dégager le chemin devant eux. Sinon, les élections, ces candidatures uniques, n'importe qui peut se prévaloir de je ne sais quoi pour dire que c'est lui qui peut par exemple passer. Mais sur la base de quoi peut-il s'estimer candidat qui pourra faire l'affaire si ce ne sont pas les suffrages qui lui confèrent cette position-là. Donc je crois que il y a là complètement un faux débat. Il n'y a que ceux qui ont peur de se présenter aux urnes qui, de côté de l'opposition, pensent qu'il faut une candidature unique. On remarque quand même que ce débat de candidature unique, de conditions d'organisation, ça, c'est au sein de l'opposition. Et pendant ce temps, on est à 7 mois des élections et le terrain est laissé libre à unir. Oui, apparemment, c'est ce qui s'observe. Et la division que nous observons au niveau de l'opposition aujourd'hui, et quoi qu'on dise, en politique, ça profite au parti au pouvoir. Ouais. Parce qu'on constate dans la masse qu'il y a une démobilisation. J'ai discuté avec quelqu'un la fois dernière et il me disait que ce qu'il ne comprend pas, les Togolais, dans leur grande majorité, ont soif de l'alternance politique. Les enquêtes à Afrobaromètre et autres l'ont démontré à suffisance. Et depuis 2017, avec le soulèvement qu'on a connu, avec tout ce qu'on a eu à vivre avec la coalition, c'est étonnant qu'à quelques mois des élections, on note une démobilisation. Maintenant, quand vous constatez une démobilisation à la veille d'une grande élection aussi capitalissime que la présidentielle de 2020, au moment où, lorsque vous suivez un peu le parcours politique des acteurs, notamment ceux qui sont aux affaires, le feu général Yadema qui a fait 38 ans de sa gestion, et son fils qui va boucler 15 ans. Qui va boucler 15 ans, et qui d'ailleurs a dit que pour une bonne démocratie en Afrique, il faut au moins la limitation du mandat à 2 ou à 3, il a dit. Et puis au même moment, il y a une problématique pour sa candidature, pour la 4e fois. Et c'est parce qu'il se dit au niveau de son parti politique, mais le ministre des Affaires étrangères a déjà donné le ton après avoir eu des entretiens avec au KDC, a déjà donné le ton. Ça voudrait dire que quand vous analysez, le KDC déjà a donné son option, à mon sens. Mais sur cette base-là, par rapport à la population qui est à la base, enfin, qui estime qu'il faut une alternance politique et que l'opposition qui doit quand même parler d'une seule voix et qui ne le fait pas, on note une division. Maintenant, la question de savoir comment est-ce qu'on va réaliser cette alternance politique. C'est là où je suis d'accord avec vous que quand vous analysez, et tout démontre que
il y a un boulevard qui est tracé pour le parti au pouvoir. Mais l'autre problématique, moi, c'est ma crainte. Parce que lorsque vous évoluez dans un débat politique ou sur un terrain politique durant des années et qu'on bloque systématiquement la volonté populaire, personne ne peut y imaginer. Et vous prenez aujourd'hui notre Parlement, en réalité, en démocratie, c'est le lieu par excellence pour se mêler le débat politique. Mais notre Parlement aujourd'hui, c'est une caisse d'enregistrement. On dirait que c'est ce que ça a toujours été. Bon, ok. C'est juste ce qu'au moins, à un moment donné, on assistait au débat. Vous avez vu également la réaction de ces aspects de Nations Unies par rapport sur la manifestation. Donc, il y a tout un problème qui est là. Et moi, à mon sens, il n'y a plus la vie politique aujourd'hui au Togo. Il n'y a plus de débat politique aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui a amené peut-être le président national de l'ANC à écrire au chef de l'État et à travers lui d'ouvrir des discussions pour les acteurs. À ce sens qu'au lendemain de ce scrutin-là, qu'on ne puisse plus continuer pas parler de gaffes ou des violations des droits de l'homme et ainsi de suite. Moi, je crois que c'est une très bonne démarche. Même si le global est tracé pour la formation politique qui est au pouvoir, un autre candidat dans son rang, ou M. Fonia Sigbe pour son 4e mandat, qui, quand moi j'analyse aujourd'hui, va créer encore un autre problème dans la sous-région, puisque Alpha Condé aussi qui a déjà donné le ton. Qu'est-ce qui lui empêcherait de faire un 3e mandat si Fonia Sigbe fait un 4e mandat ici au Togo? C'est autant d'éléments qui m'amènent à réfléchir. Moi je dis qu'aujourd'hui, s'il devait y avoir discussion, il va falloir que les acteurs puissent se retrouver et rassurer les populations. Mais ne pas le faire aujourd'hui, la démobilisation qu'on constate aujourd'hui, certainement ça va rejaillir sur la présidentielle que justement, rapidement, une discussion comme le demande Jean-Pierre Fabre, sur quoi, pourquoi, pour avancer vers quoi? Non, je pense que c'est une sécure. Le président de la République, on l'a vu dans sa magnanimité, des fois, a toujours donné tout à l'ANC, donc peut-être va accepter d'ouvrir cette énième discussion. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'avoir une discussion. Vous savez, la politique aussi, c'est un apprentissage. Et s'il y a débat à faire, on ouvre le débat à l'Assemblée nationale. Et les politiques, en boycottant ces élections législatives, étaient conscients qu'ils étaient en train d'ouvrir un boulevard, qu'ils étaient en train de refermer le champ au débat politique. Nous avions même alerté sur ces plateaux-là, à l'époque, sur les dangers d'une telle prise de décision. Mais les gens ont assumé cette décision-là. Et c'est une décision qui nous engage, en fait, pas eux seulement, mais qui engage tout le peuple pour les 5 prochaines années à venir. Assumons les décisions que notre opposition a prises et allons au-devant par rapport à un certain nombre de décisions. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne peut pas ouvrir ce débat à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, quoi qu'on peut discuter même sur la qualité des parlementaires, moi je peux même dire qu'il y a des parlementaires beaucoup plus compétents que ceux qui sont partis il y a un certain nombre d'années. Et donc, ouvrons le débat. C'est des gens qui peuvent faire des erreurs comme sur la loi anti-manifestation, mais en leur laissant cette possibilité-là, nous leur avons donné la possibilité d'apprendre. Maintenant, c'est vrai qu'on est un État, ils peuvent nous faire un certain nombre de torts, comme la loi sur les manifestations, mais ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons véritablement construire une démocratie. Merci, si nous voulons rester dans les conciliabules, nous n'allons pas en construire. Merci Justin Anani, Chris Ega, merci beaucoup. Merci à tous, à demain.